ingénieur disait pour nous stimuler la discussion sur les changements climatiques. Le mythe du CO2. Le CO2 dans l'atmosphère était de 0,03 d'après les manuels de thermodynamique. Il a augmenté environ 0,04 donc à peu près rien, ou 80 parties par million de l'atmosphère, très minuscule. Pour que le réchauffement de la planète se produise, il faut inclure les océans, car l'atmosphère et les océans sont intimement liés thermodynamiquement, en particulier par l'évaporation de l'eau. Je capte, pas trop de niaiserie. Non. Masse d'air dans l'atmosphère, bon, 5,48 fois 10 fois, en tout cas, masse d'eau dans l'océan, bon, là, c'est paquet de chiffres. L'impact de la capacité calorifique des océans est 1133 fois supérieur à celui de l'atmosphère. De l'atmosphère, dis-je. Donc, pour élever l'atmosphère, donc les océans sont tellement grands qu'il dit, en tout cas, c'est comme une protection. Donc, pour élever l'atmosphère de 3 degrés Fahrenheit, donc de 0,6 à cause de plus de CO2, on a un problème. C'est 100 fois trop petit pour l'air et encore 1000 fois plus petit en incluant l'eau. Nous avons une différence d'ordre de grandeur de, encore là, une paquet de chiffres, donc négligeable. Et cela n'inclut pas l'effet de la surface de la Terre qui rend l'effet de CO2 encore plus négligeable. Le rayonnement domine. L'effet le plus dominant est de loin le rayonnement. La température de la Terre augmente de 10 à 15 degrés pendant la journée à cause du rayonnement solaire et la perd la nuit vers l'espace à cause du rayonnement. À partir de la loi du rayonnement de Stephen Boltzmann, taux de chaleur de rayonnement, bon, nous pouvons estimer combien de chaleur par jour la Terre perdrait si l'atmosphère augmentait de 1 degré, par exemple. La perte de chaleur vers l'univers par rayonnement pendant la nuit augmenterait de 1,4 %. Donc, cela s'autocompense. Cette chaleur correspond à environ 500 fois, c'est un texte d'ingénieur, hein? Environ 500 fois l'énergie de toute l'huile produite quotidiennement si elle était brûlée. Cette chaleur correspond à 500 fois l'énergie de toute l'huile produite quotidiennement si elle était brûlée. L'équilibre des radiations entre la chaleur reçue par le soleil pendant le jour et la perte de chaleur durant la nuit vers l'univers provoque un changement de 10-15 degrés de la température de l'atmosphère près du sol entre le jour et la nuit, ce qui est beaucoup plus important, rien à voir avec le peu de CO2. La Terre est très stable thermodynamiquement. Les activités humaines sont donc négligeables par rapport aux effets de radiation. Le climat fluctue et continuera à le faire, principalement en raison de changements du rayonnement solaire et de la position de la Terre par rapport au Soleil. De plus en plus de vrais scientifiques le réalisent. André Julien. Merci, André. Ben oui. Un petit peu trop scientifique, monsieur, madame, tout le monde. Mais merci beaucoup de donner ton apport. C'est vraiment apprécié. Pris quelque chose ou bien on fait semblant que oui, puis on parle Non, ben je comprends en fait, mais je peux le vulgariser un peu tout ça rapidement. C'est que ben, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que dans l'atmosphère, il y a seulement 0,04 de CO2, donc c'est négligeable. Mais en plus, le CO2, là, il vient en très, très, très grosse partie de la nature. Il n'y a rien qu'on peut y faire. C'est-à-dire qu'il sort des océans, c'est la décomposition des feuilles, c'est OK. Et donc, l'humain comme tel a une contribution à peu près de entre 4,4 et 4,6 de tout le CO2. Donc, toute l'activité humaine, là, ce n'est que 4,6 du CO2 qui est dans l'air, OK? Et qui ne fait que 0,04 de l'atmosphère. Et donc, ça veut dire que l'activité humaine, ça correspond à 0,0007 de ce qu'il y a dans l'atmosphère. OK? Et donc, en plus, je pense que ce qui a été le plus choquant pour moi, j'ai essayé de me dire, mais comment une si petite quantité de CO2 pourrait faire un effet de serre? Parce que c'est ça l'idée. Les autres, ils veulent blâmer ça sur le pétrole. Ça fait que tu te dis, mais comment ça pourrait faire un effet de serre et réchauffer l'atmosphère? Et j'ai trouvé des exemples, dans le fond, qui prouvent que la seule chose qui fait un effet de serre significatif dans l'air, c'est l'eau. C'est les nuages, en fait. OK? Et il y a des exemples de ça. C'est que, dans le fond, là, quand tu prends l'avion, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, quand tu prends l'avion, des fois, tu vois la température extérieure de l'avion. OK?
ça te dit, là, dehors, il fait moins 14, moins 16, là, puis tout ça. Tu sais, tu pars à 20, puis là, ça va rapidement à moins 16. Là, tu arrives dans les nuages, OK? Et dès que tu passes la petite barrière de nuages, en haut, il fait moins 40, moins 50. C'est une affaire de fou. Donc, on peut se rendre compte, dans le fond, juste avec la température extérieure dans un avion, qu'il y a une barrière thermique qui est faite là, par les nuages et les nuages retiennent réellement la chaleur au sol. Donc, c'est ça un effet de serre. Et là, on dit, nous autres, ils veulent nous faire croire que le CO2 du pétrole ferait un effet de serre, mais on a toutes les preuves, dans le fond, comme quoi peut-être que le CO2 a un effet de serre, mais qu'il n'y a aucun effet de serre qui est palpable dans notre vie et dans notre extérieur. Et il y a deux situations qui illustrent ça, puis tu vas le comprendre tout de suite. L'hiver, là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les journées plus froides, là, qui sont frigorifiées, là, c'est les journées qui n'ont absolument aucun nuage dans le ciel. Et gros soleil, puis c'est là qu'il va faire moins 35. OK? Et dès que puis là, tu peux avoir 3 jours à moins 30, là, genre, pendant 3 jours. Et dès que les nuages rentrent, ça va dropper à moins 10. Et là, dès que les nuages repartent, pouf, ça repart dans le moins 25. Bien, ça, c'est là où on voit que les nuages arrivent puis ils font un effet de serre. Ils retiennent la chaleur. Le peu de chaleur qu'il y a l'hiver, bien, c'est retenu par les nuages. Mais dès qu'il n'y en a pas, il n'y a rien qui retient la chaleur. Pourtant, le CO2, il est là dans le ciel, là, le 0.04. Lui, il est encore là. Mais on a là, dans le fond, une preuve matérielle là, et non pseudo-scientifique, comme on essaie de nous faire avaler, que le CO2 n'a pas d'effet de serre. Puis, il y a une autre situation là, pour ça, là, qui, pour moi, illustre parfaitement, c'est les déserts. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans le désert, donc il n'y a pas beaucoup de nuages là, dans les déserts. Et pendant le jour, il n'y a rien qui retient le soleil, ça fait que ça frappe et il va faire moins 45 dans ton désert, OK? La nuit, ça descend à 0. Ça descend à 0, pourtant, ça passe de moins 45 à 0. Qu'est-ce qui retient la chaleur au sol? Le CO2, il est là. Tout ce qu'il n'y a pas, c'est les nuages. Donc, dans le fond, là, on le voit, là, quand on nous dit que le CO2 réchauffe l'atmosphère, c'est une bullshit totale. Donc, mais ça, c'est l'explication scientifique. Mais je veux voir au point de vue bullshit ou propagande, je veux mieux comprendre ce qui s'est passé. Premièrement, avant de parler de Greta Thunberg, depuis quand là, qu'il panique avec le CO2 et l'environnement? Ça a commencé quand, là, cette propagande-là? Là? C'est qui a dit il y a un problème, puis c'est toujours, on est dans un monde de mensonges. Là. Ça origine de quand, selon toi? En fait, hier, on en a parlé un peu. Tu sais, quand je t'ai dit qu'ils voulaient implanter Israël pour aller chercher le pétrole du Moyen-Orient, ouais. OK? Bon, ils sont rapidement aperçus que ça ne marcherait pas. Parce qu'Israël attaquait, puis là, il était repoussé tout le temps. Et donc, au début des années 70, les banquiers internationaux savaient qu'ils étaient pour perdre éventuellement le contrôle du marché du pétrole. Okay? Parce que quand tu as du pétrole, tu as un réel pouvoir sur les économies et tu peux te permettre d'être indépendant. Là, pendant plusieurs années, ces pays-là ne pouvaient pas se défendre militairement. Maintenant, ils le sont grâce à la Russie. Okay? Ils peuvent rester indépendants parce qu'ils sont protégés. Donc, au début des années 70, quand ils sont aperçus, dans le fond, que le projet d'Israël ne marcherait pas, ils venaient d'avoir plein de guerres avec Israël, puis Israël ne gagnait pas de territoire, puis ne gagnait pas ses guerres de toute façon. Donc, on a commencé à inventer, en 1968, il y a eu le Club de Rome. Ça, c'est une